Président du Congrès et membre de la direction du Rassemblement Les Républicains, bonjour. Bonjour. Alors c'est la question du jour, c'est ce qui a fait l'actualité toute la journée d'hier. Pourquoi avez-vous décidé de vous retirer du G10, cette instance de discussion qui a été mise en place à la demande du Premier ministre? Alors on a pris cette décision avec mon mouvement, le Rassemblement Les Républicains, puisqu'à 2 reprises, on a constaté que la clause de confidentialité à laquelle nous étions tenus au sein de ce groupe n'a pas été respectée. Une première fois, puisque une personnalité politique est intervenue à la radio en ayant eu visiblement des informations d'un des membres du comité. Il s'agit d'Harold Martin. En l'occurrence. Et puis une seconde fois, parce que un membre du groupe a diffusé sur Internet un document de travail sur lequel nous avions travaillé toute la journée de dimanche. Là, il s'agit de Philippe Gomez sur sa page Facebook. Effectivement. Donc, compte tenu de ces éléments-là, la clause de confidentialité à laquelle nous étions attachés et qui devait permettre une sérénité dans les débats, n'étant plus respectée, nous avons considéré qu'il n'était plus nécessaire que le Rassemblement Les Républicains participe à ce groupe. Ça, c'est la première raison, la raison de la confidentialité des travaux qui n'a pas été respectée. Mais il y a aussi des raisons de fond quand on voit le communiqué qu'a publié votre mouvement. Effectivement, puisque en l'occurrence le document qui a été diffusé donc sur les réseaux est un document de travail sur un exposé des motifs pour la délibération qui acte la date du 4 novembre pour la tenue du référendum. Et cet exposé des motifs ne correspond pas du tout à notre vision au Rassemblement Les Républicains. On considère que c'est une redite d'une certaine façon. C'est une pâle copie du préambule des accords de Nouméa qui met essentiellement en avant les ambres de la colonisation et pas suffisamment les lumières. Et ça fait fi quelque part de tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, de tous les transferts de compétences qui ont été réalisés, du partage des responsabilités, du rééquilibrage économique, de la prise en compte de l'identité kanak, du projet éducatif qui prend en compte des spécificités de la culture kanak. Enfin, tout ça n'est pas pris en considération dans ce texte et ne nous projette pas finalement vers l'avenir. On n'a pas l'intention de valider ce genre de texte qui nous continue à appliquer une logique de repentance et ça on pense que la décolonisation qui est mise en avant dans ce texte a été réalisée et que la Nouvelle-Calédonie n'est plus celle en 2018, n'est plus celle de 1998. Mais alors tout de même, sur la forme elle-même, sur le texte d'abord, Calédonie Ensemble qui s'exprimait hier également, parle de double langage en disant que en fait vous avez validé ce texte, que vous avez donné votre accord. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, comment les choses se sont passées dans le G10? Alors ce qui est certain, c'est que ça a duré des heures. On a commencé à 10h30 le matin et on a fini à 20h le soir. Donc vous imaginez que les débats ont été parfois tendus, où chacun a défendu ses positions. Et à l'issue, on a constaté qu'on ne pouvait pas aller plus loin en définitive et que c'était le résultat de ces heures de discussion. Mais le fait est que, là aussi, c'était peut-être une des raisons de notre retrait, c'est que certains au sein de ce groupe considèrent que le groupe est décisionnel. Et c'est pas du tout notre cas. C'est pas un groupe décisionnel, c'est bien un groupe de discussion qui a été mis en place. Et ça a été validé comme ça au début. À aucun moment il n'est question de négociation au sein de ce groupe, et a fortiori donc de décision. C'est bien le comité des signataires ensuite, auquel le groupe aurait rendu compte de ses travaux, qui est l'instance de décision, de négociation et de décision. Mais dans le cas présent, concernant la délibération dont je parle, là, on ne parle pas du comité des signataires, on parle du Congrès. C'est un projet de délibération. Et donc, à l'issue des travaux, le lendemain, j'ai diffusé, comme c'est le cas, toujours le cas, le projet au chef de groupe pour qu'il signe ce document. Et c'est là où, finalement, il y a eu un refus exprimé par un certain nombre de chefs de groupe, de responsables de groupe politiques. Donc ça confirme encore l'aspect non décisionnel de ce groupe. Ce groupe ne peut pas lui-même déposer un texte au Congrès. Et pour vous, ce texte que vous avez transmis au Congrès devait faire l'objet éventuellement d'une nouvelle discussion entre les élus du Congrès s'il était effectivement examiné? Bien sûr. S'il avait été au bout du processus de dépôt, c'est ce qui se serait passé au sein de l'hémicycle. Et je considère que c'est un sujet suffisamment important, la date du référendum, pour que, plutôt que de montrer aux Calédoniens nos désaccords, et là c'est ce qui se passe aujourd'hui, on aurait dû faire les choses autrement pour arriver à un consensus et à un texte consensuel déposé sur le bureau du Congrès. Mais alors, cet exposé des motifs, est-ce qu'il était
utile, entre guillemets? Est-ce que pour fixer la date de la consultation référendaire, et on sait que les Calédoniens attendent de connaître cette date, est-ce qu'il était indispensable d'avoir tout cet exposé des motifs examiné par les élus du Congrès, ou est-ce que les choses pouvaient être faites beaucoup plus simplement? C'est une très bonne question. C'est aussi une question qu'on s'est posée, qu'on se pose. Quel était l'intérêt finalement d'un exposé des motifs aussi politique, alors qu'il s'agit uniquement de décider d'une date? La date elle-même fait consensus aujourd'hui. On parle bien du 4 novembre 2018, plutôt qu'un exposé des motifs qui aurait pu être beaucoup plus simple, beaucoup plus administratif, qui aurait pu rappeler simplement les dispositions de la loi, parce que c'est bien une compétence du Congrès de fixer la date du référendum, rappeler le discours du Premier ministre qui est à l'occasion de son dernier déplacement. On aurait pu faire les choses beaucoup plus simplement, et on a voulu nous obliger à aller vers un texte politique, et dans les formes dans lesquelles il est aujourd'hui, il est inacceptable. Alors, très pratiquement, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans un premier temps pour fixer la date de la consultation? Vous dites ça va être le 4 novembre, mais vous allez devoir de toute façon convoquer le Congrès pour fixer effectivement cette date. Ça va se passer comment? Est-ce qu'il va y avoir un exposé des motifs qui sera différent de celui que vous avez examiné? Comment vous voyez les choses? Comme je vous le disais, pour qu'un texte puisse être examiné au Congrès, il faut qu'il soit déposé, et donc signé par au moins un membre de notre Assemblée. Donc l'idée peut-être c'est qu'un nouveau texte soit présenté, peut-être plus administratif comme je viens d'expliquer, de manière à ce que les choses se passent simplement et qu'on arrive à montrer aux Calédoniens qu'on est capable de décider d'une date. Vous avez déjà une idée de la date de la convocation du Congrès, ou c'est encore trop tôt? L'objectif était de le faire avant le comité des signataires. Qui aura lieu le 27 mars. Qui aura lieu le 27 mars, effectivement. Donc on a encore 2 semaines devant nous pour envisager la chose. Pratiquement toujours, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le G10? Et d'abord, peut-être à quoi? Donc vous dites c'est pas une instance décisionnelle. À quoi ça devait servir ce G10 exactement? Est-ce que c'était quelque chose d'utile? C'était une instance qui avait été mise en place à la demande donc du Premier ministre, qui était censée travailler sur 4 thématiques que le Premier ministre avait listées. La première, le bilan de l'accord de Nouméa. La seconde, les compétences transférées à transférer. La troisième thématique concernait la position de la Nouvelle-Calédonie dans le monde et dans la région. Et enfin, la quatrième thématique concernait les valeurs partagées par les Calédoniens. Dès l'origine de la mise en place du groupe, j'avais indiqué que, en ce qui me concernait, j'étais prêt à discuter du bilan de l'accord de Nouméa et également des valeurs. Par contre, tout ce qui concernait les compétences à transférer et la place de la Nouvelle-Calédonie, à mon sens, c'était des sujets qu'il fallait envisager après le référendum. Maintenant, on est dans le chemin d'un référendum binaire. Il n'était plus nécessaire d'évoquer ce genre de sujet en amont, hélas, puisque, encore une fois, nous avons compris qu'il était trop tard aujourd'hui pour envisager un nouvel accord, comme nous l'espérions pendant de nombreuses années. Donc, je répète, sous la forme d'un référendum binaire, il faut s'attacher à un bilan de l'accord, à réfléchir à des valeurs communes. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu permettre d'apaiser les débats. Et puis, tout ce qui concernait les compétences à transférer et la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde et dans sa région, c'était des sujets qu'on devait travailler après le référendum. C'est ce qui avait justifié aussi les propos du sénateur Pierre Frogier, qui lui-même devait à l'origine participer au G10 et qui a dit qu'il ne voulait pas s'associer à ses travaux. C'était la même position. Effectivement, le sénateur Pierre Frogier est très clair et a toujours été très clair. Son objectif est de maintenir la Calédonie dans la France et dans la paix. Pour pouvoir atteindre cet objectif, je le répète, on est convaincu que la seule solution, c'est que nous travaillons ensemble en ayant cet élément en tête, c'est-à-dire la Calédonie dans la France et dans la paix. Et là, on était prêt à discuter de tout avec les indépendantistes, mais dans ce cadre-là. Dès lors qu'on reste dans un cadre binaire et dans un flou, finalement, de l'issue du référendum à venir, pour nous, il n'est plus nécessaire d'aller plus loin dans les discussions. Il est nécessaire que les Calédoniens affirment leur volonté, la plus grande majorité possible, de rester au sein de la République française et à l'issue du référendum, à ce moment-là, se retrouver autour de la table avec le constat, cette fois-ci, et non plus l'hypothèse, mais le constat qu'une majorité de la Calédonie veut rester dans la République française. Alors le G10 maintenant, qu'est-ce qui va devenir? On a envie de dire, est-ce qu'il va encore travailler, est-ce qu'il va encore se réunir sans vous, ou est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui il est mort, il n'existe plus?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il continue à travailler, il travaillera sans représentant du Rassemblement des Républicains. C'était la 4e réunion, celle de dimanche. Auparavant, alors on sait qu'il y avait une confidentialité, vous le rappeliez, autour des travaux, mais vous aviez parlé de quoi auparavant? Il y a d'autres sujets qui avaient pu être abordés ou vous étiez resté dans la technique? Si vous pouvez le dire. Maintenant, on peut peut-être plus en parler maintenant qu'avant. Non, on avait commencé à travailler sur le bilan de l'accord de Nouméa. Et on avait les réunions suivantes devaient commencer à se pencher sur les valeurs justement que les Calédoniens partagent. Et puis est venu sur la table ce sujet de la date du référendum. Certains autour de la table souhaitaient également que le Congrès se prononce sur la question. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'unanimité sur le libellé de la question, et donc on a évacué ce sujet. Mais en contrepartie, il y a eu cette volonté d'un exposé des motifs politiques pour simplement acter une date, et on en est là aujourd'hui. Alors depuis que vous avez annoncé votre retrait, il y a eu un certain nombre de réactions, et notamment on entend dire que c'est irresponsable de quitter cette instance de dialogue, que c'est une erreur politique, que c'est le seul endroit où indépendantistes et non-indépendantistes pouvaient parler ensemble. Alors est-ce qu'effectivement vous prenez pas un risque d'interrompre ce dialogue? Mais vous savez, quand on est dans ce genre de groupe de discussion où on est censé parler avec sincérité et confiance, et que on constate que les propos qu'on peut tenir à l'intérieur peuvent se retrouver du jour au lendemain sur les réseaux ou à la radio, on n'a plus ce climat de confiance, et je ne vois plus l'intérêt de participer à ce groupe de discussion. Et je rappelle quand même qu'il y a une autre instance qui existe, elle, depuis de nombreuses années, et qui est sûrement la plus importante. C'est bien le comité des signataires. C'est bien au sein de cette instance que les vraies discussions et négociations et décisions sont prises. Donc quand j'entends certains qui disent que c'est irresponsable, c'était la seule instance de discussion entre indépendantistes et loyalistes, c'est faux. Il existe encore le comité des signataires, et le prochain se réunit à la fin du mois. D'ores et déjà, est-ce que vous avez une réaction des indépendantistes? Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils se crispent un peu face à votre refus de participer à cette instance? Est-ce qu'il y attachait de l'importance? J'ai compris que ça allait contrarier un petit peu, mais je crois qu'on a suffisamment fait preuve au Rassemblement Les Républicains de notre capacité de dialogue et d'échange pour ne pas couper les liens qui existent aujourd'hui entre le Rassemblement et les indépendantistes. Le dialogue continuera, quoi qu'on en dise, et encore une fois, tout ce monde se retrouvera ensuite au sein du comité des signataires où les décisions seront prises. Ça, c'est pour le jeudi, c'est pour le comité des signataires, mais il y a une autre question qu'on a oublié de vous poser. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la plateforme qui avait été signée avec Calédonie Ensemble, le MPC, Tous Calédoniens et le Rassemblement Les Républicains? C'était pour préparer l'avenir institutionnel. On s'interroge un peu en se disant dans quel état est cette plateforme? Est-ce qu'elle va continuer, ou est-ce que des incidents comme celui d'hier vont peser sur son fonctionnement? À l'origine, la plateforme a été mise en place, je vous le rappelle, pour permettre un dialogue d'abord entre loyalistes, pour essayer de trouver une voie commune pour préparer le référendum de sortie de l'accord de Nouméa, et ensuite un dialogue avec les indépendantistes. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que le dialogue entre loyalistes, on en a vraiment besoin. Il va falloir qu'on aille plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et qu'on arrive peut-être à trouver un accord entre nous déjà sur une position commune à l'occasion de ce référendum de sortie. Moi, je ne lis pas forcément ce qui s'est passé au G10 avec la plateforme. À mon sens, elle existe toujours, et l'objectif, c'est qu'elle persiste, mais encore une fois, peut-être dans le cadre d'un dialogue plus constructif que ce qu'il y a pu y avoir jusqu'à maintenant. Une plateforme qui persiste avec des positions qui sont encore un peu éloignées sur certains plans de la part des différents partis politiques qui en sont membres. Tout à fait. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de l'invitation.